Bonjour chers étudiants, je suis Madame Amel Berada, votre professeure de l'ICH. Je suis ravie de vous retrouver dans cette formation à distance qui j'espère se passera dans les meilleures conditions. Le module que nous allons voir ensemble, UCA 4, s'intitule Entreprise, concurrence et Europe. Ce module vous sera présenté à l'examen sous forme de QCM. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le marché en cause. Donc, le programme serait d'abord de définir ce qu'est un marché en cause. Dans un deuxième temps, nous allons voir le marché des produits et enfin le marché géographique. Le marché en cause est aussi appelé marché pertinent ou marché de référence. Il n'est pas assez clairement défini par les traités, mais ça reste toujours le fait de délimiter le cadre à l'intérieur duquel s'appliqueront les règles de la concurrence relative aux ententes, aux abus de position dominante, mais également les règles relatives aux concentrations. Selon l'article 101 du TFUE, cela revient à dire qu'il faut déterminer si l'accord, la décision d'entreprise ou la pratique concertée est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Pour cela, il faut, le cas échéant, définir le marché en cause. Le marché en cause a deux dimensions, une dimension produit et une dimension géographique. C'est-à-dire, cela revient à dire que, d'abord, pour délimiter ce marché en cause, soit on le fait sur la base des produits qui sont répartis sur ce marché, ou selon la dimension géographique, c'est-à-dire les différents départements ou différentes régions où circulent ces produits en question. Selon l'article 102, une définition adéquate du marché en cause est une condition absolument nécessaire au jugement porté sur un abus de position dominante. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on ne peut pas déterminer si une entreprise est en position dominante, sauf si on arrive à limiter le marché en cause où elle est installée. On verra plus. Commençons d'abord par l'étude de la première dimension du marché en cause, qui est le marché des produits en cause. Le marché des produits en cause, c'est le marché des produits et ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Pour cela, nous devons préciser ce qu'est la substitualité. La substitualité est la mesure dans laquelle les produits peuvent être considérés comme interchangeables du point de vue des producteurs ou des consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut changer la consommation d'un produit par la consommation de l'autre. C'est pour ça qu'on peut parler de produits substituables. C'est-à-dire qu'on peut acheter un produit à la place d'un autre, consommer un produit à la place d'un autre. On peut substituer un produit à un autre. Dans ce contexte, deux cas se présentent. Premier cas, la substitution est du côté de la demande. Est-ce que les clients du produit en cause auront-ils la possibilité d'avoir accès d'une façon immédiate et efficace à un produit similaire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront remplacer le produit en cause facilement? Le deuxième cas est celui de la substitution du côté de l'offre. Là-dessus, est-ce que du côté des fournisseurs,
Les derniers ne doivent pas trouver d'entraves ou rencontrer des difficultés pour fournir les produits ou les services sur un marché donné. Le concret de la substitution du côté de la demande, vous pouvez voir ça dans les opérations, dans la page 32 du manuel qui concerne les opérations de concentration entre des embouteilleurs de boissons. Là-dessus, l'une des questions à se poser dans ce cas, dans l'exemple que vous allez trouver sur la page 32, est de savoir si les différents arômes de boissons appartiennent à un seul et un même marché. C'était la question qu'il fallait poser devant la Cour de justice pour voir si, pour pouvoir déterminer si le marché de ce produit en cause, le marché de l'arôme. Une autre question se posait, le client de l'arôme A peut-il se diriger vers l'arôme B? Est-ce qu'il peut remplacer le produit de l'arôme A par le produit à l'arôme B? Bon, vous allez bien comprendre ça en lisant l'exemple de la page 32. En somme, selon le principe de la substituabilité, un véritable marché concurrentiel est un marché où le client a la possibilité de choisir une gamme plus ou moins vaste de produits qui ont les mêmes caractéristiques et si le fournisseur également ne trouve pas de difficulté à fournir les produits ou les services sur un marché donné. Là, on peut parler d'un marché de produits en cause qui respecte le principe de substituabilité. Un autre concept important à soulever dans le cadre de la détermination du marché des produits en cause est celui de l'élasticité, de la théorie de l'élasticité croisée. L'élasticité croisée vise à savoir comment la consommation d'un bien réagit aux variations du prix d'un autre bien. En d'autres termes, si le prix d'un bien augmente, est-ce que les autres biens vont réagir à l'augmentation du prix de ce bien? L'analyse économique intervient avant l'analyse juridique, parce qu'elle est plus pertinente dans ce cas-là. Selon cette théorie de l'élasticité croisée, nous allons prendre un exemple. Si X et Y sont substituables, deux produits substituables, donc ils peuvent se remplacer l'un par l'autre pour répondre aux mêmes besoins. Par conséquent, l'augmentation du prix de X entraînera une augmentation de la demande de Y, parce que les deux produits sont substituables. Là-dessus, vous pouvez consulter la page 34, 35, 36, où il y a une multitude d'exemples. Si, par contre, X et Y sont deux produits complémentaires, dans ce cas-là, si le prix de X augmente, eh bien, cela va entraîner la baisse de la demande de Y, parce que ce sont deux produits qui sont complémentaires. Pour pouvoir Passons maintenant à la deuxième dimension du marché en cause, qui est le marché géographique. Seules les entreprises qui opèrent sur un même marché géographique peuvent être concurrentes. C'est-à-dire qu'on ne peut parler de concurrence que si les entreprises se trouvent sur un même marché géographique. Mais la question qui se pose dès lors, comment délimiter les marchés géographiques? Autre terme, le marché géographique est le territoire sur lequel les entreprises concernées vont être engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel aussi les conditions de concurrence seront suffisamment homogènes.
En effet, la Commission doit faire référence dans ses enquêtes aux éléments suivants. D'abord, la répartition géographique des parts de marché et des prix relatifs de l'entreprise. L'implantation géographique des principaux fournisseurs par rapport à l'entreprise. La répartition géographique des parts de marché et l'implantation géographique des fournisseurs pour pouvoir déterminer véritablement le marché géographique en question. Mais également, il faut prendre en considération les modes de transport, importation et exportation transfrontalières, les barrières d'ordre fiscal, technique, réglementaire ou culturel, et aussi les préférences des consommateurs, leur goût, les coûts de transport que ça coûte pour transporter les produits sur le marché, les systèmes de distribution et enfin la différenciation des produits, c'est-à-dire les différentes marques de produits. En effet, la plupart des affaires concernant l'application de l'article 102 du traité TFUE démontrent qu'un marché de référence ou un marché en cause qui comprend le territoire d'au moins un État membre de l'Union européenne constitue quasi automatiquement une partie substantielle du marché commun. En d'autres termes, il suffit que l'entreprise soit implantée dans un marché géographique où au moins il y a un État membre de l'Union et elle est considérée une partie substantielle du marché commun. Pour cela, voir la page 41 du manuel. Un exemple concret de cette situation se trouve sur le manuel dans l'affaire Industrie européenne du sucre, où la Cour de justice de la Communauté européenne avait considéré le 16 décembre 1975 que le territoire belgeo-luxembourgeois et la partie méridionale de l'Allemagne sont une partie substantielle du marché commun. Vous pouvez consulter le livre pour plus de précision. Un autre exemple d'illustration, celui du ciment. Le ciment est un produit pondéreux, c'est-à-dire un produit très cher. Donc plus un produit est pondéreux, plus le marché géographique va être limité. Donc il sera restreint en raison des coûts de transport élevés et de commercialisation à croissance proportionnelle à la distance. Donc importer ou exporter le ciment coûte cher et donc les marchés seront limités. Le marché géographique sera limité dans le cas de ce produit-là qui est le ciment. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.